on va reprendre à présent la direction du siège de l'ONU à New York. Écoutez Martin Griffiths, chef des opérations humanitaires de l'ONU, qui fait donc un point sur la situation humanitaire à Gaza. Et comme il a pu le dire, il a passé la journée du lendemain et du surlendemain à s'occuper à deux choses. D'abord, d'essayer de trouver un nouvel endroit où vivre, et un grand merci à l'UNRWA. Nous en dirons davantage. Merci à Tom qui se trouve sur place, qui travaille au quotidien, qui trouve des abris dans les écoles, dans les endroits où ils le peuvent, où ces personnes peuvent passer la nuit auprès de nous pour se réfugier. C'était la première chose qu'il a dû faire. La deuxième chose qu'il a dû faire, c'est de ses propres mains enterrer 30 membres de sa famille qui avaient été tués cette nuit dans la maison qui désormais n'existe plus. Et ce que vous auriez également entendu dans ces enregistrements, et je suis sûre que vous auriez été aussi marqué par ces propos que je l'ai été, une petite fille de 8 ans, sa fille, j'imagine, a interrompu l'appel tout d'un coup pour dire « Je ne veux pas mourir ». Et c'est la fin de la citation. « Je ne veux simplement pas mourir », c'est tout ce qu'elle a dit. Nous avons donc ces tragédies parallèles, et dans mon monde, dans les valeurs qui sont les miennes et qui sont celles de chacun d'entre nous, je pense, toutes les vies ont de la valeur, et une personne tuée est une tragédie en soi. Et cela continue, cette situation se poursuit jour après jour après jour. Et je sais qu'à la fin de mon discours, le bilan aura encore changé, ce sera encore alourdi. Des connexions à Gaza qui sont des questions de vie ou de mort, qui sont au cœur de nos négociations, sont également coupées. Il y a 15 jours, il y a eu une coupure totale d'électricité sur l'ensemble à Gaza. Il y en a une autre, il me semble, il y a quelques jours, et de ce que nous comprenons, cela se produit de temps en temps. 14 des 35 hôpitaux qui étaient au maximum de leur capacité d'accueil de patients ne fonctionnaient plus. Vous avez entendu beaucoup d'entre nous le dire, l'OMS en particulier le dit, l'électricité est fondamentale pour les systèmes de santé. L'UNRWA, le filet de sécurité, le tampon pour tant d'habitants de Gaza depuis tant d'années, ne peut aujourd'hui presque plus fonctionner. Je souhaite rendre hommage ici, j'allais le faire plus tard, et je ne connais pas les chiffres exacts. Hier, on parlait de 72 personnes tuées, des personnes qui travaillaient pour cette agence avec courage. Et nous avons de nombreux employés qui travaillent à Gaza. Mais je crois que 5000, certains ont dû fuir, mais 5000 d'entre eux travaillent toujours à Gaza. Nous ne savons pas exactement combien d'entre eux sont décédés sur place. Tom nous le dira. Et ce qu'il y a de terrible au sujet de ces morts, c'est que beaucoup d'entre elles arrivent au domicile de ces personnes. Ce sont des personnes qui sont tuées avec leur famille. Je pense qu'il s'agit ici du bilan le plus lourd pour l'ONU au cœur d'un conflit. Plus de 60% des habitants de Gaza, c'est-à-dire 1,4 million de personnes, sont déplacés et n'ont nulle part d'autre où aller. Nous savons qu'ils cherchent des abris temporaires auprès de l'UNRWA, mais ils sont à nouveau exposés aux attaques. Un demi-million, je parle donc bien d'un demi-million d'enfants, de femmes, d'hommes se retrouvent dans ces abris surpeuplés, et nous avons tous vu ces images. Nous avons pu également voir des paysages de désolation
à Gaza, qui nous rappelle les premiers jours de la guerre en Syrie, où nous voyons des villes qui étaient presque intégralement rasées de la carte, ces bâtiments détruits et tous ces habitants qui devaient fuir. Il y a des négociations humanitaires intenses qui ont lieu jour et nuit. Je vous l'assure, entre les autorités israéliennes, les Égyptiens, les États-Unis, et je vous remercie, et bien sûr les Nations Unies. Et je souhaite remercier chacun de ces gouvernements, de ces entités, de ces partis pour le temps qui est consacré à ces négociations, car ces négociations rentrent dans les détails, souvent produisent des résultats inattendus. Et parfois, les résultats ne sont pas en rendez-vous. Hier, un total de 329 camions avaient pénétré dans le territoire de Gaza depuis le 21 octobre, la date à laquelle les camions ont pu commencer à passer le passage de Rafah. Et sur la seule journée d'hier, grâce à ces négociations, plus de 100 camions chargés de matériel humanitaire sont rentrés dans Gaza. C'est le convoi le plus important dans ce tableau très sombre. Cela peut vous sembler être beaucoup. Ça a été ma première réaction. Mais avant cette partie du conflit, avant toute cette souffrance, il fallait que 500 camions pénètrent dans Gaza chaque jour. Il en fallait 500 et nous sommes aujourd'hui contents que 100 aient pu pénétrer dans ce territoire. Nous en félicitons, mais ce n'est pas le cas des habitants à Gaza qui doivent prendre des initiatives et qui ne le feraient pas à leur place. Ces négociations précises et extrêmement importantes, bien sûr, ne suffisent pas. Nous ne sommes pas au niveau des progrès attendus et nous n'arrivons pas à répondre au niveau de désolation qui est la réalité de Gaza aujourd'hui. Nous ne sommes pas au niveau. Les opérations continuent. Des personnes trouvent des cadavres à des endroits où ils pensaient que ce ne serait plus le cas. Des lieux qui étaient autrefois sûrs ne le sont plus. Certains ont réussi à quitter le territoire, mais ce n'est pas le cas des habitants de Gaza. Donc même si ces négociations sont en cours jour et nuit, et encore une fois, il faut féliciter ceux qui s'y consacrent, car cela produit des résultats pour le carburant, pour l'eau, pour l'accès, entre autres, et pour les droits de l'homme, pour le droit international humanitaire. Mais, encore une fois, nous n'arrivons pas à répondre à tous les besoins. Et si vous me le permettez, de résumer ce que nous demandons en ma qualité de représentant de la communauté humanitaire, mon message est simple, clair, il n'est pas facile, mais il ne vous est pas inconnu. Nous demandons d'abord le respect de toutes les parties du droit international humanitaire, car on nous rappelle régulièrement qu'il doit s'appliquer de différentes manières dans ces circonstances. Voilà pour le contexte général. Ce n'est pas une priorité, il s'agit d'une obligation. Tous les otages, et non pas seulement les nombres très élevés d'enfants, mais bien tous les otages doivent être libérés sans condition et immédiatement. Et en fait, cela est exigé par le droit international humanitaire. Toutes les parties de tous les côtés doivent protéger les civils et les infrastructures civiles, y compris nos collègues humanitaires et leurs maisons et leurs biens.
Nous savons que leurs biens leur ont été enlevés. Les citoyens doivent être protégés, ils ont le droit de choisir. Et pour ceux qui décident de ne pas évacuer, cela ne doit pas signifier que c'est parce qu'ils apportent leur soutien à l'ennemi. Et il semble assez banal de dire que les civils et les infrastructures civiles ne devraient pas être attaqués, parce que nous le répétons à longueur de journée dans ces bureaux au sujet de tant de conflits à travers le monde. Mais Gaza nous rappelle pourquoi cela est important, parce que ce sont des infrastructures où les gens vivent et meurent. Il s'agit aussi d'infrastructures où nos collègues peuvent protéger temporairement la population. Et troisièmement, il faut autoriser la fourniture immédiate de matériel humanitaire. Et depuis mon arrivée ce matin, il y a eu des progrès qui ont été faits quant à l'autorisation à l'entrée de davantage de carburant. Nous verrons si cela se confirme au cours de la journée, mais si cela est bien confirmé, je vous remercie. Voilà donc pour cet extrait d'une prise de parole de Martin Griffiths du Bureau des Affaires humanitaires de l'ONU. On en reparle avec vous, Clovis Casali. L'ONU qui ne mâche plus ses mots désormais pour parler de la situation humanitaire catastrophique à Gaza. Et en même temps, pas question de prendre parti. Vous l'avez entendu, Martin Griffiths, qui est l'homme vraiment qui lance un appel à la communauté internationale, qui dit mon message est simple et clair, respect par tous du droit humanitaire. Ça vient du chef des opérations humanitaires de l'ONU. Il dit que tous les otages doivent être libérés immédiatement. Et en même temps, il faut respecter les civils, respecter leur vie, respecter aussi leur droit de ne pas vouloir quitter chez eux. Et ça, c'est intéressant parce que tout à l'heure, par exemple, quand il y avait le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, qui a rencontré le président israélien Herzog, eh bien, le président israélien a dit « Nous avons fait 4 millions d'appels, 6 millions de textos pour dire aux gens de Gaza, quittez les zones que nous allons frapper. » Et là, Martin Griffiths dit « Oui, mais ils ont aussi le droit de rester chez eux. Il faut respecter les infrastructures civiles. » Tout ça parce que c'est le droit humanitaire qui doit être respecté. Martin Griffiths qui est revenu longuement sur ses visites dans la région. Il en a déjà effectué 2 ces dernières semaines, ces derniers 8-9 jours. Et Martin Griffiths qui dit que les otages doivent être libérés immédiatement, que l'attaque du Hamas qui a fait choquante, je cite, qui a fait 1400 morts, des milliers de blessés, est bien sûr choquant, et qu'en même temps, les opérations de Tsahal dans la bande de Gaza ont fait des milliers de morts et le chiffre est forcément sous-évalué car, comme il répète Martin Griffiths, on connaîtra le véritable nombre quand on aura enlevé, quand on aura déblayé, quand on aura retrouvé les corps sous les pierres. Et pour finir, Martin Griffiths qui salue les négociations avec notamment l'Égypte, les États-Unis, Israël, les Palestiniens, les Nations Unies, qui ont permis pour l'instant de faire entrer dans la bande de Gaza via Rafah 320 camions et 100 pour la seule journée d'hier, mais ce n'est pas assez. Merci beaucoup Clovis pour ce résumé de la prise de parole de Martin Griffiths, chef des opérations humanitaires